Chapelle-des-Bois est un charmant petit village de 230 habitants, situé à l'extrême sud du département du Doubs, à 1080 mètres d'altitude. Une vingtaine de maisons seulement sont groupées autour de l'église. Le village est maintenant bien équipé avec une épicerie, 2 hôtels-restaurants et 2 magasins d'articles de sport. En 1971, une association s'est créée dans le but de favoriser l'accueil des touristes. À l'ouest du village, près du départ des pistes de ski, de nouvelles constructions naissent chaque année. Toutes sont équipées pour héberger les vacanciers. Au total, 500 lits sont disponibles. La maison du Montagnon, avec ses meublés, ses chambres et son gîte d'étape, peut héberger 105 personnes. L'accueil montagnard est équipé pour recevoir jusqu'à 120 sportifs en stage de formation et de perfectionnement. À l'est, le Rizou, sur lequel se trouve la frontière suisse, à 2 km du village. Au loin, le hameau des Mortes, qui est à la limite sud du territoire de Chapelle-des-Bois, donc du département du Doubs. Depuis la croix de la Roche-Champion, sur le Rizou, la vue s'étend sur le Mont Noir qui constitue la limite ouest. La combe des Cives se prolonge jusqu'à la limite nord de la commune. Une particularité de Chapelle-des-Bois est l'étendue de son territoire qui couvre 4000 hectares, dont 3000 de forêt. Il semble donc tout naturel de trouver de multiples fermes à l'orée des bois. Cette ferme, au hameau de Chaumoz, a dû être construite au XVIIe siècle. La vieille maison, au centre du village, est également du XVIIe siècle. Elle n'est plus habitée. Bien que cette ferme soit de construction plus récente, sa grandeur surprend. Elle comporte habitation, étable et grange. Au hameau des Mortes, une scierie très ancienne a succédé à un moulin. Elle est alimentée par le ruisseau des Mortes qui naît dans le lac et qui se perd sous la falaise, à la sortie de la scierie, pour ressurgir à Moret. La machine elle a été installée en 1910. Alors elle a été installée à cause qu'il manquait d'eau. Et puis, ma foi, ils avaient mis cette machine qu'ils avaient achetée donc en Suisse, et puis ils ont ramené, qu'ils ont eu 1000 mots d'installer, parce qu'il a fallu enlever le toit. Il a fallu enlever le toit pour la descendre d'en haut. Alors voilà ce bois, qui servait donc à chauffer donc, la machine coulée, là, le four, donc, qu'on enfournait là, servait à chauffer la chaudière pour mettre en pression, pour faire marcher la machine à vapeur, quoi.
qu'on avait donc ici. Et cette machine à vapeur, donc les volants servaient pour faire la transmission, pour traverser donc à l'usine de l'autre côté, quoi. Dans l'arrière. Comment faire de la planche avec, hein. Ces engrenages, dont les dents sont en bois dur, étaient commandés par une roue à aube. Ils ne sont plus utilisés. Actuellement, c'est une turbine immergée à axe vertical qui fournit l'énergie nécessaire. Je l'ai débité ce matin en forêt, celui-là. Autrefois, les tavaillons étaient réalisés manuellement avec ces outils. À l'Orée du Bois, nous fabriquons essentiellement des objets en tabletterie. Donc la tabletterie, c'est des objets utilitaires que l'on décore, par la suite avec des fleurs de montagne ou des bouquets. C'est la partie donc le stockage. Le bois est poncé et prêt à décorer en fait. Une fois qu'on a un certain nombre de pièces, elle fait ses motifs par sorte d'objet, si vous voulez. C'est la suite de la partie de l'atelier. Donc l'objet décoré à la main, fait pièce par pièce, et verni après pour avoir une finition parfaite. Alors ici, ce sont quelles races de vaches? De la Montbéliarde. Oui. Production laitière. Et vous en avez combien là? Là, moi j'en traite 23. Je me suis engagé avec mon frangin et lui il entrait dans une autre ferme. Quoi. Au total, on a environ 35 laitières. Mais alors, comment vous procédez pour l'alimentation hivernale? Bah, elles ont une alimentation à base de fourrage,
fourrage ou foin pâturé, quoi. Meilleure qualité, quoi. Les qualités biologiques. Ah oui, de toute façon. Et ça, c'est contrôlé par un service. Oui, oui. On a un contrôle écossaire qui passe tous les ans. Il y a encore des contrôles inopinés dans l'année. Le labourage des sols ne se fait plus, sauf lorsqu'il faut remédier, comme ici, à la destruction des prairies par les sangliers. Là, on va laisser durcir. Et ça, on va y déterminer en fonction de ce qu'on appelle laisser à la poche. Donc, quand on va avoir la cassure franche à la poche, on jugera qu'il sera bon à détailler. On va couper la masse en cubes. Vous traitez combien de litres de lait par an? Alors, on va traiter 820 000 litres de lait par an pour 8 sociétaires. Alors vous faites quelle opération là? Parce que là, on continue le détaillage. Donc, on va réduire le grain, la grosseur d'un petit grain de lait. Voilà la grosseur. Là, elle est bonne. Je vais arrêter le décaillage. Ah oui, attendez. Après le brassage, on va commencer le chauffage. Donc on va chauffer le comté à 55 degrés en 30-35 minutes. Donc voilà, le chauffage vient d'être effectué jusqu'à 55 degrés. Maintenant on va regarder un peu la texture et la souplesse de la pâte. Elle est d'une poche. C'est un frère de vieux fromager. Alors on laisse simplement égoutter, sans presser. Et là, on appelle ça un pâton. Donc on va regarder l'élasticité. Vous voyez que le grain est bien soudé. Ici, ça fait comme du chewing-gum. Une bonne cohésion du grain. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle la cave d'affinage. Donc on garde 40 meules par mois pour affiner. Donc là, on va trouver des mois de août et septembre. J'ai des mois d'octobre. J'ai des vieux fromages du comté fruité. On trouve des comtés du mois de février et du mois de mars 97. Donc c'est ceux-là que je vois en comté fruité. Sur votre droite, on a des comtés du mois de juillet 97. Donc ceux-là, c'est le comté d'août. Donc ici, nous avons la production du mois de janvier 98. Vous voyez que tout comté doit être identifié par le jour de fabrication, la plaque verte qui est l'appellation d'origine contrôlée. Dessus, il figure le mois de fabrication, janvier, l'année 98, le numéro 25, c'est le département, et le numéro GP, c'est le numéro d'agrément attribué à la coopérative. Donc, voilà. Donc là, c'est la fabrication du mois de décembre en raclette. Donc j'ai d'autres produits aussi qui sont du morbier. Donc là, c'est la fabrication du mois des morbiers du mois d'octobre 97. Voilà. Donc on est ici dans la cave de fermentation. Donc les racines sont mises à fermenter, sont coupées en petites lamelles et sont mises à fermenter comme ça pendant 6 semaines. 6 semaines. Avec simplement de l'eau et un peu de levure de bière pour apporter les microbes de fermentation. Mais sans apport de sucre. Donc c'est uniquement le sucre des racines qui fermente et qui se transforme en alcool. Bon. Donc après 6 semaines de fermentation, on distille une première fois les racines et le jus de fermentation dans cet alambic. Donc on met les racines dedans. On chauffe
C'est un alambic à peu près 95 degrés. Ça produit une vapeur qui est une vapeur d'alcool qui passe dans le tuyau là-bas, qui redescend dans l'eau froide de l'autre côté pour se condenser. Donc dans cet alambic, on met à peu près 250 kg de racines, dans lequel on obtient à peu près 60 litres d'alcool à 25 degrés, qu'on appelle flegme. Donc un alcool qui n'est pas bon. Donc après la première distillation de cette gentiane, cet alcool à 25 degrés est redistillé une deuxième fois dans ce deuxième alambic ici. Donc on recommence l'opération de chauffer. Alors dans la deuxième distillation, on obtient un alcool en moyenne d'à peu près 65 degrés. Donc dans la distillation, on élimine les têtes de distillation qui font à peu près 75 degrés et qui contiennent beaucoup de méthanol. On garde entre 70 et 55 degrés comme alcool bon goût, donc qui part pour la consommation. Et ce qui passe en dessous est redistillé une troisième fois. Parce que là, il nous sort un mauvais goût qui est un goût de première distillation. L'écomusée mérite une visite, car il évoque la vie paysanne au cours des siècles passés. Mais aujourd'hui, c'est la fabrication du pain qui retient notre attention. Nous sommes dans la chambre du feu, la chambre à feu, l'affût, et dans cette pièce, on y fabriquait le fromage. Donc sur l'anchoir, la table rainée, se trouvent les moules à fromage, les cercles à fromage qui donneront leur forme au fromage et qui permettent au petit lait de s'égoutter. C'était aussi dans cette pièce qu'on y fabriquait, qu'on y cuisait les aliments, on y faisait la cuisine. C'était le centre vital de la partie habitation. Tout le monde se retrouvait là pour manger. Dans cette pièce aussi, tous les 15 jours, on y cuisait le pain. Pour une famille de 12 à 15 personnes à peu près, il y avait une cuisson de pain tous les 15 jours. Dans la chambre du feu, l'affût, bien sûr, on y trouve le feu nécessaire pour faire chauffer la soupe, pour cuire les aliments. Et aussi, ce feu va générer une fumée qui va fumer les saucisses, qui va les parfumer, qui va les sécher aussi. Et donc, au-dessus de cette pièce, on trouve le tué, cette vaste cheminée d'épicéa qui sert le garde-manger, de fumoir pour la viande. Qui a été fabriquée à base de farine biologique et de levain. Donc c'est une pâte très naturelle, très saine pour la santé. Et elle a levé là depuis à peu près 2 heures dans le pétrin. Dans un pétrin mécanique, un bol avec un bras qui malaxe la pâte. Bon, ça repose, il faut laisser reposer, il faut du temps pour le pain, pour qu'il puisse bien lever, pour qu'il développe son arôme, et puis que la pâte se structure aussi correctement. Alors, voilà, donc je prélève de la pâte dans le pétrin. Je dois peser des miches de 1,2 kg pour arriver à un poids d'1 kg de pain une fois qu'il sera cuit. Bon, 1,230 kg, c'est 10 grammes de plus, c'est pas grave. Pétrir. Là, je boule le pain, je le mets en forme. Alors, il y a un geste très précis à effectuer. Il faut faire pivoter, tourner, rouler quoi, la boule de pâte. Et en même temps, il faut souder derrière pour que la pâte se colle. Et après, ça fait une boule de pâte qui a du ressort, comme ça. Elle est bien rebondie, bien souple. Donc, normalement, elle va bien tenir dans son panier. Donc, je la place dans un panier qui est fariné, on appelle ça une vanotte. Et le pain va lever encore 1h30 à 2 heures, comme ça. Donc, vous avez là le four le plus simple que l'on puisse trouver. C'est un four dans lequel on fait le feu. Et ensuite, on évacue le feu, on sort la braise lorsqu'il est chaud. Et à la place du feu, donc, on enfourne les pains. Il faut commencer par allumer le feu à l'entrée du four et pousser le feu tout doucement vers le fond du four. On est obligé de chauffer le devant du four pour créer une circulation d'air, pour que l'oxygène puisse accéder au feu et que la fumée puisse ressortir par la porte. On ne voit pas trop bien la fumée, mais on voit la trace qu'elle laisse en s'échappant. C'est tout noir, hein, au-dessus de la gueule du four. La fumée donc s'échappe dehors. Si. Voilà, dans ce four, on peut enfourner à peu près 40 kg de pain. Les miches que j'enfourne là, elles font 1 kg.
Pour l'instant, elles font 1,240 kg, elles font 1 kg seulement après cuisson. Il faut compter 240 g d'évaporation. Alors celui-ci n'est pas cuit. C'est un petit peu trop tôt. Je vais aller voir un peu plus loin au fond du four. Vous entendez la différence? Ça résonne. Ça résonne. Le pain est cuit. Celui-ci est cuit. Excusez-moi. Si par hasard, il y en a qui n'étaient pas cuits, pas tout à fait prêts, eh bien je les laisserai un petit peu plus longtemps au four. 5 ou 6 minutes de plus, et puis... Un petit brossage sous les pains avec une brosse en poil de sanglier. C'est du poil dur. Ça nettoie bien. Là, nous sommes en présence d'une statue de Saint Jean-Baptiste enfant en bois polychrome. Je vous signale que Saint Jean-Baptiste est le patron de la paroisse. Devant nous, un Christ en bois polychrome du XVIIIe siècle. Notre église est pourvue de 2 collatéraux qui sont supportés par des piliers cruciformes avec des corniches arceaux au-dessous desquelles se trouve l'astragale. Ces piliers supportent une voûte d'arêtes de type roman qui se trouvait dans les églises romanes très anciennes. Les rétables de notre église sont de style roman. Au fronton, la date 1754. Au-dessous, la croix latine, la croix de la voûte de l'église, fait la renommée de ce monument. Les colonnes engagées qui supportent le voûtement de l'abside ou du chœur se trouvent de part et d'autre de ce chœur. Elles sont prolongées par des diagonaux qui se terminent sur une croisée d'ogives au centre de toute beauté. Cette croisée d'ogives est intervenue pour une large part dans le classement de l'église comme monument historique. Au fronton du maître-autel, on peut lire la date 1743, au-dessous de laquelle se trouve en haut relief la physionomie du Père éternel. Cuir de Cordoue placé devant le maître-autel. Ce cuir de Cordoue classé par les Beaux-Arts a été restauré pendant 1 année par un spécialiste de Paris.
joyaux de l'église. C'est notamment la partie supérieure, c'est-à-dire l'avavoir, qui a retenu l'attention des scientifiques sur le plan culturel. Vous avez sous la bavoie la colombe qui symbolise le Saint-Esprit, qui est là pour inspirer le prédicateur pendant ses homélies. Sur les côtés, vous avez des rideaux en bois qui ont, paraît-il, une très grande importance qui donne à cet abat-bois un genre très intime. La cuve de la chaire est faite de 4 panneaux sculptés du tilleul. Ces panneaux représentent les 4 évangélistes avec leurs symboles. Ici, Saint Matthieu avec son ange, Saint Jean avec son aigle. Saint Luc avec son bœuf, Saint Marc avec son lion. Le pendentif de la cuve de la table est gravé en creux la date de 1748, sous laquelle on constate la présence d'une colombe, symbole du Saint-Esprit. Au centre du panneau, un cadre, une toile indiquant l'ascension de la Vierge. À la base de l'autel se trouve le monogramme de Marie, Vierge miraculeuse en bois polymore du XVIIIe siècle. Une toile représentant la rencontre de Marie et d'Élisabeth. En 1639 sévissait la guerre de 30 ans. De tout le village, seule l'église, terminée un an plus tôt, fut épargnée. La population se réfugia au plus profond des bois, comme ici à la combe David, et fut en partie sauvée. En reconnaissance, après plusieurs constructions sommaires, cette chapelle fut édifiée en 1871. Ces lieux devaient être particulièrement impénétrables et favoriser le refuge de ceux qui osaient s'y aventurer. Près du lieu dit la Norbière, Pierre Dubourg, déserteur de l'armée de Napoléon, a vécu pendant 30 ans dans cette grotte.